Vous écoutez Des Vision Podcast. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. Bonjour, je m'appelle Victoria. Avec le GT International Europe et Migration, on a organisé une petite projection de film sur la situation à l'est de la RDC. Le documentaire qu'on a regardé, c'était L'Empire du silence de Thierry Michel. Et maintenant, avec les participants, on va échanger un petit peu sur ce qu'on a pu ressentir, voir et surtout comprendre de la guerre qui a toujours lieu. Donc je passe la parole à notre cher Samuel, qui est chargé de lancer la discussion. Merci Victoria, merci à tous. Enfin, pour moi, c'est pas la première fois de regarder ce film. Malheureusement, on ne s'y habitue pas. Juste on fait avec et vu l'émotion de certains participants, je voulais pas mettre en exergue les miens, sinon ça va que amplifier le truc. Et voilà, donc on s'habitue pas à ces atrocités, même si en tant que jeune d'origine congolaise, avec des personnes qui habitent à Kinshasa, la capitale, mais également des proches qui habitent à l'est de la République démocratique du Congo, je suis habitué de recevoir ces vidéos, d'écouter ces témoignages concrets et tout cela. Et en plus de ça, depuis 2018, je me suis engagé à l'Est en tant que bénévole d'une ONG qui s'appelle Chinos Hope. Et c'est une ONG qui s'occupe des femmes et enfants violés et déplacés de guerre. Ce qui fait que, en tant qu'ambassadeur, donc le but, c'est d'aider à promouvoir et les aider à trouver des financements. Je suis habitué à relayer un peu les témoignages du terrain et tout cela. Et voilà, et ce que j'aime bien avec ce film, c'est que ça reflète une réalité concrète, une violence inouïe, même si c'est la version soft. Et voilà, et ce que j'en tire, parce que l'air de rien, à chaque fois que je suis ça, j'en tire encore une leçon, c'est continuer à se battre et continuer à se bouger. Vraiment, on ne sait pas trop comment. Je pense qu'on aura l'occasion de discuter ensemble. On ne sait pas toujours comment faire, mais rien que le fait de regarder, chercher à comprendre ce qui se passe, chercher à s'informer, c'est déjà un grand pas. Parce qu'on voit ce qui se passe sur les réseaux sans pour autant comprendre l'origine du conflit et l'intensité jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Et rien que le fait d'organiser des sessions de visionnage comme celui qu'on vient d'avoir, c'est un grand pas en termes de comprendre ce qui se passe et juste savoir et voir ce qui se passe. Mais je pense que ça a été la volonté du GT de façon générale, c'est-à-dire éduquer les gens à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Surtout qu'il y a vraiment moi, par exemple, je m'estime vraiment heureuse, oui, chanceuse d'avoir été éduquée au sujet très très tôt, parce qu'en 4e secondaire, j'ai eu une prof incroyable, prof de géo, qui nous a fait un gros cours là-dessus. Donc j'avais 16 ans à ce moment-là, donc j'étais déjà au courant de ce qui se passait, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait et qui entendent juste un peu les infos, ce qui peut passer sur les réseaux maintenant ou alors à la TV. Mais le problème, c'est que peu de personnes, je pense, à part peut-être les personnes qui se sentent les plus concernées, donc de la communauté, souvent connaissent vraiment les tenants et les aboutissants c'est même pas un conflit, de cette guerre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et peut-être, avant de laisser la parole à d'autres, faut aussi se dire en tant que jeune d'origine congolaise, comme c'est mon cas, comme tu le sais, c'est que très peu de jeunes maîtrisent l'origine du conflit. On n'a que conscience que oui, il y a une guerre à l'Est à cause du coltan, à cause des diamants, alors que c'est beaucoup plus profond que ça. Ça débute en 94, quoi. Et du coup, les raisons de 94 ne sont pas les mêmes que 2025. Et malheureusement, vu comment ça avance, ça va malheureusement encore continuer en 2026. Et c'est pas toujours les mêmes raisons. Donc même s'il y a les mêmes résultats, la violence, le viol, les déplacés de guerre et consorts, en fait, les raisons du conflit, les raisons de l'instabilité sont toutes aussi différentes les unes que les autres. Une part, c'est pour le coltan, l'autre, c'est juste pour le pouvoir, l'autre, c'est juste pour l'argent. Donc, malheureusement, ça évolue à chaque fois, mais avec les mêmes procédés. Et le conflit. Et c'est ça. Ouais, voilà, je sais pas si quelqu'un ici veut peut-être, avant de parler peut-être du côté plutôt concret, son ressenti de manière générale, son sentiment après avoir regardé ce film pendant 2 heures. Donc moi c'est Mathis, membre du GT international, et je connaissais déjà plus ou moins la situation au Congo par des vidéos peut-être un peu plus détachées, parce que c'était des vidéos beaucoup autour de cartes, explicatifs, mais je savais pas que c'était à
à un tel niveau que la violence exercée là-bas était d'un tel niveau, c'était vraiment d'une rare violence. Je pense que en tant que jeune, d'abord, et surtout en tant que jeune Européen, ayant un certain idéal, on doit tous se mobiliser pour dénoncer ce qui se passe et peut-être en tant que future génération, traduire celles et ceux qui ont toujours mis ça sous silence, surtout, puisque c'est les Européens et la communauté internationale qui a mis ça sous silence, pour traduire tous ces gens-là devant un tribunal international. Donc, je m'appelle Maxime Timmerman, je suis le président de Défi Jeunes. Alors, tout d'abord, mon ressenti, c'était surtout, d'abord, je vous remercie en fait, pour l'organisation de cette diffusion. Et j'avais déjà un peu commencé à comprendre le conflit, évidemment, en fin de secondaire aussi. Et c'est surtout suite au colloque qu'on avait organisé avec Défi sur justement la situation dans l'Est du Congo que j'ai vraiment commencé à prendre connaissance et à vraiment, en fait, déjà à écouter le témoignage d'une des personnes qui était sur place, qui expliquait vraiment en fait la situation de son peuple. Et là maintenant, comme tu l'as dit Mathis, la violence que nous avons vue, alors que c'est déjà une version qui est un peu plus soft, je pense clairement qu'il y a que la violence que subit ce peuple, ce génocide vraiment qui a eu lieu et qui a encore place maintenant, même si les motivations sont différentes, les conséquences restent les mêmes. Dans tous les cas, nous devons continuer à agir sur dénoncer ce qui se passe, réduire à nouveau, enfin enlever le voile de ce silence qu'il y a sur la situation au Congo. Parce que, évidemment, c'est l'ONU qui continue à justement, voilà, avec la question sur le mapping, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tous ces noms, en fait, sont toujours réduits à silence? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de justice, en fait, envers ce peuple-là? Pourquoi est-ce que le silence, en plus d'être médiatique, est également politique? Alors que c'est justement notre rôle, en fait. C'est le rôle, justement, des politiques, de la politique internationale, de la CPI, de faire, justement, et d'appliquer, en fait, les lois qui sont déjà écrites. Même si c'est pas ma communauté et que j'ai pas le bagage culturel derrière et que c'est différent, mais je ne que comprendre à quel point ce sentiment d'injustice doit être profond et ne pas comprendre en fait pourquoi est-ce qu'il y a tant de silence encore sur ce sujet-là. Moi, c'est Yorbiz, du coup. Journaliste et owner du média Yorbiz et ainsi que co-partenaire du média SLK News, où on parle justement de la guerre au Congo qui n'a jamais vraiment arrêté. J'aime vraiment ce documentaire parce que il nous montre au-delà des chiffres. Le gros problème quand on parle de la crise au Congo, c'est qu'on parle de millions de morts. Très bien, mais des millions de morts, pourquoi? Comment? Qui étaient ces personnes? Jamais on ne le montre. Et c'est justement une phase des déshumanisation du corps congolais qu'on a remarqué, enfin que, en tout cas, moi j'ai remarqué et que beaucoup de Congolais ont remarqué depuis des siècles, c'est que dès que ça touche les Congolais, ça devient moins grave. La crise qui se passe justement à l'Est ne débute pas, enfin, elle débute forcément vers 94, mais elle découle d'anciens conflits qui datent, eux, de l'époque coloniale. Quand vous avez Kagame qui commence à parler du fait que, oui, avant l'époque coloniale, le Rwanda, c'était aussi l'Est, il utilise justement des justifications coloniales pour alimenter la haine qu'ont les Rwandais envers les Congolais. Bon, je vais pas commencer à parler trop longtemps, mais en tout cas, c'est vraiment un grand plaisir de voir qu'il y a des formations politiques de jeunes qui s'intéressent réellement, qui commencent à réellement parler du sujet. Nous savons que la guerre va continuer, malheureusement, malgré le fait qu'il y a eu un soi-disant traité d'alliance, enfin d'alliance de paix. Nous savons que la guerre va continuer, que les morts vont continuer. Et nous espérons que justement que les personnes qui ont commis ce génocide soient jugées en justice, en temps et en lieu. Voilà. Bonjour, moi c'est Hugues Noix, secrétaire général de Défi Jeunes. Alors, moi je suis quand même assez choqué. Je me rendais pas compte à quel point c'était là depuis déjà si longtemps, parce que récemment on a quand même beaucoup entendu. Et donc, je savais qu'il y a des massacres, mais en fait, on se rend compte que c'est depuis 94 et que c'est sans arrêt. En fait, c'est 30 ans de guerre. Et voilà, moi, je me rendais pas compte que c'était depuis si longtemps et sans arrêt comme ça. Et qu'en fait, quand on le voit, tout le monde politique congolais a l'air plus ou moins impliqué et de très près. Et bon, j'avais déjà entendu, mais en fait, moi, en tout cas, je ne réalisais pas à quel point c'était comme ça. Et qu'en fait, tous ces gens sont impliqués et sont
sont à ce point-là et qu'il y a cette omerta avec l'ONU qui a l'air quand même d'être au courant et qui ne fait pas, et je m'en rendais pas du tout compte, quoi, moi. Et donc, ça, j'avoue que ça m'a vraiment choqué. Voilà, et je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change et que les tribunaux internationaux soient saisis et condamnent tous ces criminels parce que c'est vraiment une horreur et qui s'intensifie quand on entend dans les médias. Parce que j'ai l'impression que, allez, dans le début du conflit, on entend, mais là, on commence à en entendre plus parler, alors qu'en fait, ça dure. Ça veut dire que c'est encore pire peut-être, et que donc, voilà, il faut que la communauté internationale se réveille et intervienne, quoi. Je suis Daria, présidente régionale bruxelloise et périphérie. Avant tout, je voulais vraiment dire à nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, de vraiment aller voir ce documentaire parce que je pense qu'on ne se rend vraiment pas compte depuis quand ça dure. Parce que malheureusement, ce peuple vit dans l'indifférence des yeux de l'ONU notamment, car on a les noms, certains noms, je pense très peu de noms, mais on les a quand même. Et comme on dit dans le documentaire, ils pourrissent dans les tiroirs de l'ONU. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de choquant quand même. On parle beaucoup de ceux qui font du mal et je trouve ça tout à fait normal. Mais moi, je veux parler aussi des militants, de ceux qui vivent ça tous les jours et qui arrivent encore à se battre pour leur peuple, pour leurs enfants. Certaines femmes qui se battent pour leur mari, qui sont plus avec elles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Donc, vraiment, ce sont vraiment des militants très courageux et courageuses. Donc voilà, donc tout ça pour dire que vraiment j'invite les éditeurs à aller voir ce documentaire. Donc j'ai déjà plus ou moins entendu par rapport à ce qu'on voit dans les médias, mais je tiens à dire à ceux qui nous écoutent que les médias disent que je pense que 10% de ce qui se passe vraiment là-bas. Donc je pense que c'est vraiment un moyen de sensibiliser plus. Parce que l'ignorance, elle est là, elle est terrifiante, à quel point, voilà. Je rejoins ce que Victoria a dit sur le fait qu'on a de la chance d'être dans un pays où on a quand même une certaine sécurité, parce que sur la même terre où on vit, à quelques kilomètres, sur un autre continent, il y a des gens qui meurent tous les jours. Tous les jours, pourquoi ? Pour des trucs économiques, de l'or, du cobalt. Et pour ce qu'il y a dans nos téléphones, malheureusement. Quelqu'un a dit dans le documentaire que oui, nos téléphones ont du sang. Nos ordi ont du sang et visiblement le sang des Congolais, malheureusement. C'est de nouveau Victoria, donc je reprends la parole parce que j'ai pas trop donné mon avis par rapport au documentaire. C'était la première fois que je le voyais, même si j'avais un peu, comme je disais, connaissance de la situation. Mais je rejoins ce que disait Jérémy. Je pense que j'avais plutôt une connaissance très chiffrée de la chose. Et quelques connaissances de base, comme oui, je voyais ce que c'était la province du Nord Kivu, quelques noms, mais quand même ça restait quand même assez vague. J'avais peut-être quelques bases, mais là, voir des images aussi violentes, c'était voilà, je ne vais pas faire la dure, j'ai beaucoup pleuré pendant le documentaire. Je le dis avec une petite touche d'humour, même si c'est pas marrant parce que ça a clairement il y a clairement de quoi pleurer, ouais. J'en perds mes mots, mais c'est clairement ça en fait. Ce documentaire est tellement choquant mais tellement nécessaire, je pense, parce qu'il nous ouvre les yeux et il nous sensibilise. C'était très dur à regarder, mais je suis très très contente au final de l'avoir vu et d'avoir pu témoigner et constater de mes propres yeux l'horreur qui a lieu au Congo. Et ça me donne vraiment une impulsion de vouloir agir comme je peux pour l'humanité, puisque je ne suis clairement pas de la communauté. Je suis polonaise, mais ça ne change rien en fait en ma qualité d'humain. En fait, c'est juste de l'humanité, voir ce qui se passe. Voir des innocents, des hommes, des femmes, des enfants mourir tous les jours, c'est juste insupportable. Et je pense que ça devrait être insupportable pour tout humain doté d'une conscience. Donc voilà. Merci beaucoup pour vos retours. Moi, j'aurais peut-être une petite sous-question pour essayer qu'on échange un peu. On a vu ce qui s'est passé, ce qui se passe, et malheureusement, ça nous donne un peu une image de ce qui va continuer à se passer. Concrètement, selon nous, comment mettre fin à cela ? Il y a des crimes, il y a des atrocités, et qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle ? Et j'aimerais rebondir sur un truc qui a été dit, que nous soyons d'origine congolaise ou non, que nous soyons un lien direct avec le Congo ou non, on est avant tout humain.
Et je pense que c'est sur base de cela qu'on va réfléchir. Donc, il n'y a personne qui a le monopole, tant en termes de connaissances ou en termes de ressenti ou de lien direct ou indirect avec cela. Du coup, il y a des crimes, il y a des impunités, toutes ces choses. Selon nous, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle pour éradiquer, mais surtout mettre fin à cela? Du coup, je pense qu'il n'y a malheureusement pas de solution viable pour mettre fin de manière définitive aux guerres et aux atrocités de façon générale. Je pense juste qu'il faut tenter de discuter. Ok, finalement, le meilleur moyen de mettre fin à un conflit, selon moi, c'est de parlementer, de faire de la diplomatie, mais pas plus que ce soit les dirigeants qui discutent. Parce que quand ce sont les dirigeants qui discutent, c'est plus souvent l'argent qui parle, alors que si ce sont les peuples entre eux qui discutent, là ce sera plus l'humain. Enfin, finalement, c'est bâtir des ponts plutôt qu'ériger des murs. Et je pense que si le peuple congolais et le peuple rwandais discutaient, ça changerait vachement les choses. En tout cas, c'est mon ressenti par rapport à la situation. Moi, par rapport à comment changer les choses, du coup, je pense que nous, en tant que personne, malheureusement, on ne peut rien faire. Dans le sens où, oui, c'est très important, par exemple, de diminuer sa consommation d'appareils électroniques, c'est vrai. D'acheter de la seconde main, c'est très important, très bien. Mais il faut savoir que c'est surtout des choses qui se gèrent entre États. Faire des choses, genre par exemple prendre des secondes mains, etc., c'est cool, mais ça ne changera pas beaucoup de choses. Il faut savoir que le conflit au Congo est d'abord économique, mais aussi ethnique. Il y a des questions ethniques qui ont été justement inventées lors de la colonisation et qui maintenant créent des millions de morts. Alors, comment changer les choses? Il faut savoir que les États se bougent réellement. Pourquoi les États ne se bougent pas et ne se sont jamais bougés? Ils ont des intérêts économiques. Le Rwanda est aujourd'hui un des plus grands exploitateurs par exemple, de coltan. Coltan qu'il n'y a pas au Rwanda. De diamants, pareil, il n'y a pas beaucoup de diamants au Rwanda. Tout le monde le sait. Mais on continue. Je plus loin, souris, mais un rapport de l'ONU atteste qu'il n'y a aucun coltan au Rwanda, mais paradoxalement à cela, le Rwanda est le premier exportateur au monde. Donc, on atteste qu'ils n'ont pas ces ressources sur leur sol, mais ils sont considérés, vus comme étant le premier exportateur avant l'Australie et tout ça, quoi. Exactement. Et d'ailleurs, justement, quand on dit faut que ça joue dans l'État, aujourd'hui, en Belgique, est-ce que ça changera? Moi, je pense que non. Je pense que c'est très bien, peut-être que les engagés, peut-être que les autres partis politiques vont essayer de faire des choses, mais je ne crois pas en le changement de politique. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, je pense que ça ne changera pas. Peut-être que quelqu'un veut répondre par rapport à ça. Je pense honnêtement que nous, à notre échelle, avoir directement un impact sur ce qui se passe directement au Congo, c'est pas possible. Mais ce qu'on peut faire, c'est sensibiliser déjà les jeunes, vraiment, qu'ils soient congolais ou pas, tous les jeunes, déjà de 1, et de 2, faire en sorte que tous les partis politiques mettent la main à la pâte, parce que c'est eux qui ont le pouvoir à notre échelle, ici, en Belgique. Que ça soit notre député, nous on n'a pas, mais il y a des députés européens qui peuvent parler de ça. D'ailleurs, Gisèle a déjà parlé de ça au Parlement bruxellois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, faut en parler, faut punir ceux qui commettent ces atrocités. Et je pense qu'il faut tirer un signal d'alarme à l'ONU de se réveiller, en fait. Parce que c'est eux qui envoient des enquêteurs et des experts tous les jours, mais qui au final ne font rien. C'est beau d'envoyer des experts, c'est beau de voir les atrocités. Et après, si ces gens-là continuent de faire ça dans l'impunité, à quoi bon? Vous pouvez envoyer les experts du monde, mais au moins qu'il y ait quelque chose qui change. Donc nous, soutenir, peut-être soutenir, comme toi Samuel, les causes, les bénévoles qui vont là-bas ou qui, à leur pouvoir, réussissent à soutenir le peuple congolais. Mais mis à part ça, tout est dans les mains malheureusement du pouvoir politique. Parce qu'encore une fois, ces massacres, c'est du politique. C'est des massacres qui ont été faits pour de la politique et de l'économie, quoi. Alors moi, je vais pas dire que mon avis diverge totalement des vôtres, mais moi je pense que d'un point de vue à notre échelle individuelle, c'est vrai qu'on pourrait se sentir très impuissant, mais je pense que en tant que collectivité, en tant que société, et donc société civile également, on peut avoir une réelle voix et porter cette voix dans des instances ou dans des institutions telles que par exemple le Parlement ou surtout la Commission. C'est vrai que c'est compliqué, mais on le voit de plus en plus. Il y a beaucoup de personnes qui le font.
et c'est un travail remarquable et qui est nécessaire. Mais c'est vrai que si les politiques décident de faire la sourde oreille et ne nous écoutent pas, on risque d'avoir un marasme, je veux dire être dans l'impasse. Donc c'est vrai que moi personnellement qui suis assez intéressée par les relations internationales, les conflits géopolitiques me passionne bizarrement. Ça me fait quand même remettre en question l'ordre mondial qu'on a établi et le système onusien en l'occurrence. Est-ce qu'il est vraiment efficace? Est-ce que cet ordre-là est vraiment efficace et est-ce qu'il contribue à une paix dans le monde? Malheureusement, je pense que la réponse n'est pas évidente puisque, comme ça l'a été mentionné, c'est les rapports du mapping pourrissent toujours dans les tiroirs de l'ONU sans que personne ne s'y intéresse, sans que personne ne fasse quoi que ce soit. Donc bon, malheureusement j'ai l'impression qu'on est dans une sorte de statu quo car il y a trop d'intérêts d'intérêts économiques, politiques en jeu. Et il faudrait tout simplement que le monde, en fait, la communauté internationale se réveille enfin parce que je veux dire, je ne sais pas. En fait, je me pose quand même la question de savoir à quel moment notre société, notre monde actuel a failli pour que des intérêts économiques prennent le dessus sur le bien-être des peuples, de l'humanité, en fait juste sur l'humanité. Je comprends pas. Et là, c'est vraiment... pour moi, c'est choquant et je pense que la politique, c'était d'abord ça. Faire porter la voix et l'intérêt de ton peuple et pas le détruire littéralement de l'intérieur, quoi. Enfin, c'est ouf. Moi, je pense que ouais, il faut parce que si on veut qu'il y ait des changements, il faudrait voilà, des sanctions économiques et des choses comme ça, je pense, parce que si on continue à acheter au Rwanda de quoi faire voilà, les minerais, etc., sans aucune sanction, mais pour que on puisse mettre en place ce genre de sanctions, il faut que les gens soient au courant de ce qui se passe. Et je pense que ça passe par l'éducation. Enfin, voilà, un documentaire comme celui qu'on vient de voir, je pense que c'est fondamental qu'un grand nombre de personnes le voient pour qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. C'est avec ce genre de choses-là qu'on voit vraiment ce qui se passe. Moi, j'avais déjà entendu, mais le fait d'aller de le voir comme ça, c'est pas la même chose que de dire oui, enfin, j'avais déjà entendu qu'il y avait tous ces problèmes mais si on le voit pas, ben en fait, on reste très éloigné de nous et donc je pense que plus il y a des gens qui voient ce genre de documentaire et se rendent compte de ce qui se passe, plus on pourra faire des sanctions économiques, créer des tribunaux internationaux qui vont juger tous ces crimes et je pense que c'est en militant, en soutenant des associations qui militent là-dessus, en faisant de l'éducation qu'on y arrivera. Après, par rapport à tout ce qui est institution internationale, faut savoir que, enfin, moi personnellement, je sais pas pour toi Samuel, mais je suis clairement très défaitiste par rapport à ça, dans le sens où au Congo, ça fait depuis quasiment l'indépendance que l'ONU essaye, entre guillemets, de nous aider. Ça fait depuis l'indépendance que l'ONU ne fait rien. L'ONU était au courant de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. L'ONU n'a rien fait, a carrément un peu collaboré. Pareil pour la première guerre du Congo, l'ONU n'a rien fait. Pour la deuxième, l'ONU n'a encore rien fait. D'ailleurs, on a vu un témoignage justement que lors d'un massacre, la MONUSCO était à 800 mètres. Pourtant, la MONUSCO n'est toujours pas intervenue. Et ça, c'est partout. Malheureusement, personnellement, en tant que Congolais, enfin, Congolais de la diaspora, je n'ai aucune confiance en l'ONU pour aider. Malheureusement, il faudra que le gouvernement et l'État congolais soit agissent réellement, soit arrêtent de faire de l'hypocrisie. Après ça là, c'est mon avis, quoi. Bah, moi, enfin, si je peux me permettre, moi j'ai justement une question. Est-ce que, selon vous, il y a une raison en fait à ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a un biais qui peut être clairement, disons-le, même, je veux dire, raciste ou je sais pas, qu'on y accorde moins d'intérêt que par exemple à un autre conflit ou pas? Enfin, est-ce que selon vous, c'est vraiment, si c'est passé sous silence, c'est uniquement parce qu'il y a des intérêts économiques et que voilà, il y a un petit jeu économique? Ou alors si ça va quand même au-delà de ça, on y accorde moins d'importance parce que pourquoi on y accorderait de l'importance? C'est là-bas, loin. Voilà. Il y a plusieurs. Je pense le premier point, voilà, je pense en tant que jeune issu de la diaspora congolaise, il y a notre ressenti. De manière très concrète, évidemment, on condamne et sans l'ombre d'une hésitation ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe au Soudan, nord, sud, est, ouest. Mais notre problème, c'est le ressenti d'inaction et de mon foutisme de la part de la communauté internationale. Ça fait clair, net et précis.
pour nous, chaque vie compte, qu'elle soit ukrainienne, de Gaza ou c'est du Congo, mais nous, c'est la rapidité dans les sanctions qu'il y a eu contre Poutine qui nous surprend chaque jour. Ça a pris moins de 2 semaines pour que des sanctions soient prises. Et nous, ça fait plus de 30 ans. Et c'est même pas des sanctions, c'est plus de nous attestons, nous remarquons, attention, et tout ça. Et donc, je pense que si on veut vraiment que ça s'arrête, il faudrait que la communauté internationale, c'est bien beau comment dirais-je, de dire, de prévenir, d'alerter. L'ONU alerte. C'est top, c'est un bon début. Et ça fait 30 ans, après 30 ans d'alerte, ce serait bien de sanctionner un jour ou l'autre. Quand tu remarques que parce qu'il y a eu une montée en puissance, malheureusement, des atrocités à l'est du Congo, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, ok, mais même malgré qu'on en parle, l'ONU n'a toujours pas sanctionné de manière concrète. Ça fait plus de 30 ans. Alors, en tant que jeune issu de la diaspora congolaise, j'imagine même pas ceux qui sont au Congo sur place, mais quand on te dit que pour un crime où il y a plus de victimes, ça prend 30 ans pour commencer un début de réflexion pour une sanction, alors que lorsqu'il s'est passé ce qui se passe en Ukraine, et c'est bien ce qui s'est passé en termes de sanctions contre Poutine, c'est le 2 poids 2 mesures qui nous dérange. Et pour répondre à ta question, comme début de réponse, même si je ne pense pas qu'on ait une science infuse, c'est l'intérêt privé qui prime sur l'intérêt général. C'est tout simplement cela. Un Congo meurtri, c'est open bar, donc c'est bénéfique pour les entreprises, c'est bénéfique pour les extractions de minerais. La stabilité, malheureusement, l'instabilité est le meilleur allié pour les finances, pour l'économie de certaines puissances et consorts. Et donc, c'est un peu ça qui gêne, en fait, aujourd'hui, c'est ce côté 2 poids 2 mesures qui a eu lieu, qui a lieu et qui, malheureusement, aura encore lieu. Et c'est cela. Moi, si je peux rajouter un truc, c'est que, comme tu disais, il y a aussi une dimension raciste, dans le sens où le Congo a toujours été une colonie ultra violente. Même pour les anciens colons, c'était vraiment très violent, dans le sens où je pense qu'il y a eu plus de 10 millions de morts en quelques années, lors du règne du roi Léopold II, ce qui a amené justement une déshumanisation du corps congolais. Le corps congolais, aujourd'hui, est vu comme basique, normal, tu vois. Par exemple, on parlait justement du fait que dans nos groupes WhatsApp, on voit souvent le fait de voir des gens se faire tuer, etc. Le corps congolais, même dans notre diaspora, est vu comme un jouet, tu vois. Et justement, c'est ça que les Rwandais font avec les corps des femmes congolaises, c'est que justement, ils s'utilisent comme des jouets. Et ces manières de jouer, ce sont des manières qui datent toujours d'avant. Donc oui, il y a une dimension raciale. Bien sûr que l'ONU est moins inquiétée quand ce sont des personnes noires que des personnes blanches, tu vois. Comme Sam l'a dit, même moi, j'ai vraiment été très surpris de la rapidité à laquelle l'Union européenne et la Belgique ont condamné fermement Poutine, ce qui est bien. Parce que dans les boucles WhatsApp entre jeunes Congolais, on se disait « Ah, mais peut-être ils ont pris conscience et du coup, ce sera bénéfique pour nous, entre guillemets, parce que ce qui se passe en Ukraine, c'est exactement ce qui se passe au Congo. C'est une invasion c'est pareil. Donc nous, on s'est dit « Ah, c'est bénéfique, donc il y aura le même schéma. » Et même à ce moment-là, notre président congolais, il s'est retiré un peu des alliances avec Poutine. On s'est dit « C'est bénéfique pour nous. Comme ça nous permettra de jouir, entre guillemets, d'un même procédé. » Exactement, mais malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. Et justement, je pense qu'on peut même remarquer une influence pro-russe dans notre communauté, dans le sens où on s'est fait complètement trahir, déshumaniser, violer, tuer par les puissances européennes et occidentales. Maintenant, les jeunes sont beaucoup plus pro-Poutine, parce que justement, Poutine incarne l'homme ferme, fort, qui est vraiment là pour aider l'Afrique contre le néocolonialisme, même s'il fait un peu pareil. Mais ouais, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Et c'est dommage, hein, mais que veux-tu? Quand tu vois des puissances occidentales faire de l'hypocrisie avec toi pendant que ta mère meurt et un homme te vendre le rêve, la puissance africaine de nouveau, tu vas vers la puissance africaine. Je suis tout à fait d'accord avec vous, parce qu'en fait, je pense que, je vais dire les termes, pour Poutine, tout a été fait très vite parce que c'est chez nous, c'est près de chez nous, on a peur, ça peut nous arriver. Et du coup, en fait, oui, c'est vrai, je pense vraiment que les gens sont en mode « c'est là-bas, ça ne nous touche pas, c'est là-bas, ça ne nous regarde pas, on doit fermer les yeux ». Mais non, vraiment pas. Pourquoi Poutine, on lui donne des sanctions et ce qui se passe au Congo, il n'y a aucune sanction. Pourquoi? Ok, c'est là-bas,
mais ce sont aussi des vies. Comme vous avez dit, chaque vie compte. Donc je pense honnêtement que les gens qui disent mais non, mais c'est pas ça, moi je trouve juste que c'est hypocrite de dire ça parce que c'est juste vrai. Voilà, Poutine a été plus vite sanctionné parce que c'est en Europe, ça nous touche, c'est près de chez nous, on a peur pour nos fesses, donc on fait ça vite, comme ça, voilà. Parce que des sanctions économiques, il y en a eu énormément pour Poutine, donc c'est faisable, c'est qu'on peut le faire. On peut le faire. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les autres? Donc, c'est vraiment une question que je me pose. Et en vérité, on ne pourra même pas en vouloir aux jeunes Congolais de être d'accord entre Poutine. Parce que, avec Poutine, c'est ça qu'on vous montre. On vous montre que lui, on peut le sanctionner, mais que ceux qui sont contre vous, on ne les sanctionne pas. Donc, voilà, c'est triste à dire, mais on ne vous en voudra pas parce que vous avez raison. Donc, voilà. Donc, je pense honnêtement qu'il y a une certaine hypocrisie, que ce soit de l'ONU. Comme Samuel l'a très bien dit, voilà, des alertes, des enquêteurs par-ci par-là, mais au final, on vous promet qu'on va faire quelque chose. On vous promet des choses. On vous dit que vous inquiétez pas, vos familles seront en sécurité près de nous, mais au final, il y a des bombardements qui se passent juste à côté et qu'ils font rien, quoi. Moi, même si j'ai posé la question, j'avais, disons, ma petite idée quant à la réponse, parce que c'est ce que moi je pense en tout cas observer actuellement dans le monde, c'est que, comme vous l'avez tous précisé, il y a clairement un deux poids, deux mesures qui est insupportable à regarder, mais que ce soit dans quasi tous les conflits dont on entend beaucoup parler. Et je veux dire, évidemment que moi aussi, je suis totalement d'accord avec le fait qu'il ait fallu agir rapidement et de manière concrète contre Poutine. Là, je remets absolument pas en question tout ça, mais c'est quand même aberrant à quel point en fait, le système donc de l'ONU qui a été créé donc après la Deuxième Guerre mondiale est complètement, je veux dire, suit complètement la même lignée que de l'époque. En fait, je veux dire, on a voulu créer un monde qui n'est que paix, qui n'a plus où il n'y a plus de colonisation, soi-disant, etc. Et au final, on se retrouve à toujours être dans un monde extrêmement polarisé qui suit les règles du monde occidental. Je veux dire, moi, je reste persuadée aujourd'hui que si les sanctions ont été aussi rapides et efficaces contre Poutine, c'est parce que c'est Poutine et parce que c'est la Russie et que c'est l'ancienne URSS. Et que, je veux dire, et qu'on vit encore dans l'héritage de la société bipolaire dans laquelle on vivait, dans laquelle on vit toujours, selon moi. C'est bien mon avis, là. Et je pense qu'il est temps qu'on se réveille clairement, parce que je veux dire... Je l'ai déjà précisé précédemment, mais une vie humaine est une vie humaine, et c'est pas parce que en aucun cas une vie ukrainienne vaudrait plus qu'une vie congolaise ou une vie gazaoui. En fait, elles sont toutes au même niveau, et enfin il faut toutes les chérir et les protéger. En fait, il faut protéger ces peuples, peu importe d'où ils viennent. Je pense que pour ce qui reflète en tout cas bien l'inaction de l'ONU, c'est qu'à nouveau, comme l'a dit, l'ONU alerte, ils font attention, ils envoient des enquêteurs, mais quand on voit leur inaction face à l'assassinat de leurs 2 enquêteurs sur place, ça reflète à nouveau même leurs propres enquêteurs qu'ils envoient pour trouver justement les conclusions des différents massacres. Même quand c'est leurs propres enquêteurs qui sont assassinés, ils n'agissent pas. Ils n'agissent pas en fait. En tout cas, personnellement, pour conclure, je pense que après avoir vu en fait tout simplement ce documentaire-là, c'est maintenant à nous en fait de décider qu'est-ce qu'on fait en fait maintenant que ce silence est brisé entre nous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que voilà, on a réalisé, on a ouvert en tout cas pour certains ici une sorte de réalisation de ce qui se passe là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout maintenant en espérant tout simplement que où est-ce qu'on va pouvoir agir? Qu'est-ce qui va être la conclusion en fait finalement de ce conflit? Et je pense que voilà, même si on agit tous ici et qu'on essaie de militer en interne ou en tout cas de faire porter cette voix-là, qu'il y a un silence à briser, tout simplement, et que de mettre en fait un peu les yeux sur ce conflit-là également, et que, ok, d'accord, l'ONU a su réagir rapidement envers Poutine, pourquoi est-ce que maintenant vous ne continuez pas à agir sur d'autres conflits géopolitiques, tout simplement? Après, je pense qu'il y a une dimension politique avec l'ONU et d'autres grandes instances internationales, mais il y a également des points symboliques, et je pense à notre échelle, on peut faire des choses, en parler autour de nous, sensibiliser, et même c'est simple, il y a une pétition mais qui tourne par rapport au championnat du monde de cyclisme qui ont lieu au Rwanda. C'est comme si concrètement on fait les championnats du monde du vélo en Russie. Je pense qu'on va tous boycotter, je pense que personne mettra ne serait-ce qu'un orteil là-bas, et je pense que parallèlement à cela, il faut le faire également par rapport au Rwanda. C'est le pays qui finance certaines forces rebelles qui commettent des crimes inaudibles, au Congo.
Justement, donc je me dis, il y a autant une dimension politique qui malheureusement, heureusement, on ne sait pas un jour déciderait d'agir, mais nous, en tant que peuple, en tant que jeunes, en tant que personnes ayant une volonté de changement, on peut faire cette petite goutte d'eau qui peut pour nous paraître minime. C'est une pétition, ça prend moins de 20 secondes, mais en termes d'impact, ça peut tout changer. Ce que j'ai aimé, l'air de rien, c'est un gros problème qu'on a au Congo. On va pas rentrer dans les détails, c'est cette union nationale malgré nos ethnies. Mais ce que j'ai aimé, honnêtement, c'est le fait que chaque mandataire d'origine congolaise actif ici en Belgique, ils se sont unis et ils ont voté dans toutes les assemblées en Belgique, au niveau wallon, bruxellois et également au niveau fédéral, des sanctions contre le Rwanda. Et c'est cette unité-là dont on a besoin. J'ai vu des personnes s'informer, chercher à s'informer et essayer de pousser le bouchon. Donc je pense que, comme on dit, touche m'amène à Rome. Toute action faite avec le cœur ou faite avec l'envie de changement pour arrêter ce narratif de guerre au Congo, chaque chose compte et c'est hyper important de se bouger dans ce sens-là. Moi, je pense que je vais être beaucoup plus court, juste déjà pour vous remercier d'avoir organisé cette projection. Pareillement, pour tout ce qui est quoi faire maintenant, je pense que, comme a dit Samuel, le plus important, c'est se mobiliser. Il y a eu beaucoup de manifestations, mais pas assez en Belgique, alors que c'est un pays assez symbolique pour la côté congolaise. Je pense qu'on doit beaucoup plus se mobiliser, beaucoup plus agir, beaucoup plus parler. Le 2 août, il y a la commémoration du Génocide. En gros, le Génocide, c'est la fusion entre des mots, du génocide et cost argent, parce que justement, le peuple congolais est génocidé justement pour ses ressources, que ce soit durant la période coloniale avec Léopold II, que ce soit durant la première guerre du Congo et durant la deuxième aussi. On l'a vu avec le rapport mapping. Et je pense que aussi, une des missions que moi, personnellement, je me donne à mon échelle, c'est de commencer à faire en sorte que la Belgique reconnaisse par elle-même le Génocide. Ça, c'est une mission que moi, je me donne. Bon, peut-être que je vais réussir, peut-être que je vais rater. Peut-être que ça va durer des années. Mais moi, je pense que c'est des choses, des missions qu'on doit nous-mêmes se donner pour agir autrement, quoi. Donc, pour conclure, je pense que oui, ce documentaire est vraiment sert vraiment à nous rappeler l'urgence de juste ne pas détourner le regard. Je pense que vraiment continuer à en parler, c'est vraiment résister et exiger la justice aussi, que ça soit en RDC, à Gaza ou en Ukraine. Je pense que voilà, chaque vie compte et que rien qu'en parler. Vraiment, on peut penser que c'est un truc bête, mais oui, rien qu'en parler autour de nous, de partager ça sur les réseaux, de aider les militants, les bénévoles, rien qu'avec ça, on peut tellement faire un peu aider. Donc voilà, en tout cas, merci du fond du cœur au JT International d'avoir mis ça en place, de nous avoir fait découvrir ce documentaire qui est malheureusement réel. Ce n'est pas la science-fiction, c'est réel, ça se passe sur notre terre en 2025. Voilà, je tenais vraiment à remercier au JT International. Et sur ce, peace. Surtout, j'aimerais remercier toutes les personnes présentes parce que déjà, ça fait plaisir en tant que organisatrice, ou plutôt, je dirais, coordinatrice de l'événement. Ça fait plaisir. Je voudrais aussi ouvertement remercier notre chargée de communication, Camille, qui a fait un boulot de fou. Parce que sans elle, cette diffusion n'aurait pas vu le jour. Donc merci à tous d'être venus. Cette conversation était plus qu'enrichissante. Honnêtement, ça m'a vachement touchée déjà de vous voir présents et aussi d'échanger avec vous parce que je pense que c'est une conversation et je pense qu'elle est plus que nécessaire et j'en sors personnellement grandi et j'espère que c'est votre cas aussi et continuons donc à aborder le sujet, à se mobiliser comme vous l'aviez tous très bien dit parce que c'est plus qu'important. Merci encore et merci de nous avoir écoutés.